Bah voilà, il est 8 h du matin, donc on est au premier jour du congrès, ça va pas tarder à commencer. C'est mon premier congrès d'Infocom CGT, donc on attend beaucoup de choses de ces journées. Mais disons qu'on va échanger, savoir à peu près ce qui se passe dans les différents secteurs, c'est ça qui est intéressant. Donc je déclare ouvert le deuxième congrès d'Infocom CGT. Sur le congrès, je suis très ravi pour l'instant sur comment ça se déroule. On a travaillé pendant quelques mois pour que ça se déroule bien. Il y a un bon débat, il y a des échanges d'idées qui sont intéressants. On n'a pas forcément les mêmes cultures, on ne vient pas des mêmes secteurs, on n'a pas forcément le même âge, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se battre comme une armée régulière. C'est-à-dire que les patrons sont très bien organisés. Et je vais utiliser un terme publicitaire. Il va falloir opérer ce qu'on appelle une disruption. C'est-à-dire changer de façon de lutter. Je m'appelle Gaëtan Baudat, j'ai 57 ans, je suis directeur artistique au placard chez DDB. Et ça fait 1 an que je suis engagé avec la CGT pour essayer d'améliorer les conditions de travail de mes collègues. Et donc le MEDEF, c'est quand même, pour citer Freud, la Mecque de la pensée anale. Et ça devrait nous inspirer pour mettre en place des nouvelles méthodes de lutte. Il y a aujourd'hui un rapport entre les patrons et les salariés qui ne serait même pas possible dans la rue. C'est-à-dire que ça se terminerait immédiatement par des violences. Enfin, je veux dire, vous ne vous comportez pas comme ça quand vous faites la queue chez le boulanger. Ils ont une façon... Il y a cette chanson d'Alain Souchon, c'est « Comme on nous parle ». Comme on nous parle. Les citoyens paient la crise et les salariés doivent renoncer à leurs acquis sociaux sans que le modèle permettant l'enrichissement d'une minorité ne soit remis en cause. Les conditions psychologiques sont ainsi créées pour que la compétitivité, la baisse des cotisations sociales et de la rémunération du travail, l'allongement de la durée des cotisations permettent de bénéficier d'une retraite à taux plein, deviennent une fatalité dans l'esprit des salariés. Ce manque de volonté politique des gouvernements conduit à une totale soumission des États qui n'ont d'autre rôle que de légiférer à la dérégulation imposée par les marchés financiers. Depuis la fin des années 70, le taux marginal d'imposition pour les plus riches entraîne une hausse des revenus avant impôt. 1% de la population mondiale détient près de la moitié des richesses. Or, je constate, moi, que le degré de détermination des tauliers, des patrons, est absolument sans faille et d'une grande cohérence. Le Gattaz, en question, président du MEDEF, dit « Ouais, je suis payé 500 000 € par an et je me suis augmenté de 29%. Et alors ? Circuler n'a rien à voir. Oui, il faut un sous-SMIC et embaucher les jeunes à moins du SMIC. Oui, et alors ? Circuler. Et oui, il faut modérer les salaires. Le degré de détermination est d'autant plus fort chez les tauliers qui s'appuient sur un chômage de masse et un gouvernement qui est le même que celui d'avant. Il faut savoir qu'au niveau de la branche, ils ne veulent rien. Au niveau du dialogue social, il n'y en a pas. Donc là, on a un problème de fond où l'employeur aujourd'hui fait de nous des urgentistes. Et on s'use, parce qu'on est tous présents dans ce truc-là. Et je crois que le vrai problème, il est sur quel rapport de force on a aujourd'hui. On a affaire à quoi? On a affaire à puisqu'il est question de revendication, à une minorité de personnes qui revendiquent le droit de pouvoir abuser d'une majorité de personnes, qui revendiquent le droit de pourrir la vie des autres. Et là, j'ai vu que quand même, on a quand même un poids, on a quand même un droit, c'est de dire non, et ça marche. On a dit non, enfin j'ai dit non lors de la réunion, et finalement, notre entreprise, enfin notre petite agence, ne s'est pas écroulée. Donc bon, du coup, il y a des fois, de temps en temps,
de dire non, eh ben, ça peut marcher. Et c'est certainement aussi grâce aux informations que j'ai aussi par Infocom. Donc voilà, je voulais vous remercier. D'entendre tout ça lors de ce congrès m'apprend beaucoup. Et j'ai beaucoup appris en 4 mois. Merci à vous. CFDT va d'un seul coup signer des accords au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se bouge intellectuellement de dire, attends, quand la CGT signe un accord, c'est au mieux 10 ans. Parce que ça, on pourra le dire aux salariés. Oui, nous avons raison de dire il faut interdire les licenciements ou geler les licenciements ou un moratoire sur les licenciements comme on voudra bien, on s'en fout des mots. Voilà ce qu'on veut. Oui, il faut une augmentation générale des salaires. Oui, il faut embaucher, ouvrir l'embauche sur des éléments sociaux, des travaux sociaux importants. L'analyse qu'on peut faire de la situation sur la financiarisation de l'économie, c'est quelque chose qui déjà pour beaucoup d'employés, notamment les plus jeunes, est perçu comme très politisé déjà. Même si ce n'est pas un soutien à un parti, je suis d'accord, mais c'est déjà considéré comme quelque chose de très politisé. Et donc, nous, au quotidien, on est obligé de partir de préoccupations beaucoup plus concrètes. Pour après leur faire prendre conscience que derrière ces préoccupations concrètes, effectivement, il y a un système global qui explique leurs problèmes. Mais ça peut venir que dans un deuxième temps. On a encore la chance et qu'on a encore un rapport de force qui s'appelle grève. Donc souvent en CE même, on déclare, quand ils ne nous écoutent pas, on déclare qu'on va déclencher une grève. Alors ça les fait un peu réfléchir et on obtient ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a injonction à consommer de plus en plus et en même temps, on retire aux gens les moyens de satisfaire ce désir-là de consommer. Donc c'est ça qui va nous mener à l'insurrection, qui continue de baisser les salaires et qu'on fasse de plus en plus de pubs. Je trouve ça pas si mal. On va peut-être obtenir un résultat. Une des tâches fondamentales que nous avons à construire aujourd'hui, c'est cette possibilité de rêver ensemble, de créer de nouvelles utopies pour pouvoir aller plus loin et pouvoir surtout imaginer un autre futur. J'ai rejoint la CGT parce que j'y trouvais les valeurs que j'attends et que je peux partager dans la vie. Ce que j'attends d'un syndicat, c'est d'abord qu'il informe les salariés sur leurs droits. Il y a beaucoup de gens qui partent au boulot sans savoir qu'ils ont le droit de faire autre chose que de simplement de se faire exploiter. Et il y a beaucoup de gens aussi, pour en connaître un certain nombre, qui n'osent même pas demander quels sont leurs droits, de peur pour eux, c'est déjà une provocation que de demander au patron ou de se renseigner sur leurs droits. Disons que j'ai été témoin à mon travail et j'ai moi-même vécu des situations qui me paraissaient injustes, devant lesquelles il fallait plus rester inactive et que j'ai voulu rejoindre la CGT pour réagir et être aidée dans mes réactions. Je pense que l'objectif, quand je me suis syndiqué, d'une certaine façon, c'était déjà de mettre en place un collectif auprès des salariés avec qui je travaillais. Il y a un point sur lequel il me semble qu'il faut insister. Le travail aujourd'hui du syndicalisme, c'est de retrouver les liens qui unissent les gens, ces liens de solidarité. Je suis Richard Wilf, militant syndical à Infocom CGT dans le groupe Les Échos. La dissolution du lien, elle se produit au sein de l'entreprise, qui était le dernier, entre guillemets, le dernier endroit où les gens se parlaient encore, puisque dans l'entreprise, les gens vivaient la même chose, enfin la même entreprise. Donc il y avait ce lien. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer d'individualiser encore plus les rapports entre les individus et donc d'essayer de dissoudre ce lien. Pourquoi avoir rejoint la CGT? Parce que c'est un syndicat, qu'il faut se défendre, que les salariés doivent se défendre et que a priori, là aujourd'hui, l'organisation syndicale la plus apte à défendre les salariés, c'est la CGT. On observe quand même des salariés qui sont rentrés dans une certaine forme d'individualisme, qui bien sûr
renforce le patronat. Tant que le salarié n'arrivera pas à se rassembler, à converger sur des problèmes communs, ça fera la force du patronat. Je pense qu'il n'y a qu'un seul syndicat aujourd'hui qui fait le job, c'est la CGT, quoi. Et je crois que le débat qu'on a eu a permis d'avancer pour construire du commun et construire encore plus de solidarité entre au moins tous les délégués. Après, l'enjeu, c'est pas juste de faire un congrès où on arrive à définir du commun, c'est arriver à le porter dans les entreprises, auprès des salariés et d'arriver à créer la solidarité. Mais je pense qu'au vu des débats de ce matin et cet après-midi, on est dans une bonne dynamique, on verra. C'est pas facile aujourd'hui de faire de la syndicalisation dans les entreprises pour des tas de raisons. La peur était évoquée, la peur du lendemain, la peur du chômage, etc. La modélisation des esprits aussi, hein, via les médias, via l'idéologie patronale qui passe. Les gens ont plus le goût à la lutte, ça c'est un fait certain. Je suis un militant de longue date parce que j'ai milité dans ma jeunesse dans pas mal de mouvements. Je connais bien la CGT, même si j'en faisais pas partie. Je savais quelles étaient ses idées et quels moyens elle mettait en œuvre pour... Et de toute façon, dans la publicité, il y avait que la CGT et d'autres syndicats que j'estimais trop réformistes. Donc de toute façon, ça pouvait être que la CGT. Le problème qu'on va avoir certainement dans les mois et dans les années qui viennent, c'est qu'on a atteint dans un premier temps les gens les plus grandes gueules, les gens les plus éclairés, les gens les plus conscients. Et maintenant, il va falloir s'attaquer un petit peu au gras. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'attaque à la masse des gens justement qui sont moins ouverts au syndicalisme, moins ouverts aux idées qu'on véhicule. Et je pense que le plus gros challenge, il va être là. Alors moi, j'ai bien aimé parce qu'on a souvent la tête dans le guidon. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un quotidien où les salariés viennent vous voir et on gère ça tout le temps. Donc on fait presque de la dentelle avec les salariés. Et c'est ce quotidien-là qui fait qu'à un moment donné, on est tellement pris là-dedans qu'on ne voit pas forcément toutes les réflexions qu'il peut y avoir autour. Donc l'avenir d'un syndicat, les formations, comment intervenir. Et finalement, on oublie presque qu'on appartient à une structure qui est aussi forte. Et le fait de faire ce congrès-là permet justement d'en prendre conscience et de se dire « Ah, mais on peut faire ça, ça, ça. » Donc ça donne des idées, en fait. Mais finalement, seul, on ne peut rien faire. Et la solidarité entre les êtres humains et les salariés, ça permet d'avancer, tout simplement. Et je pense qu'on vit une époque formidable où on est en train de construire autre chose, un autre monde. C'est ça qui fait que à la CGT, on est également militant, hein, et on essaie de créer des nouvelles valeurs. Quel bonheur! Quel bonheur! On parlait deuxième congrès d'Infocom CGT, et si on se remet il y a 4 ans, avec les objectifs qu'on s'était donnés, beaucoup, pas de chez nous, mais on était regardés et n'y croyaient pas. Moi je dis quel bonheur. Quand j'entends les débats aujourd'hui, franchement, on est vraiment dans le ton. Le rapport d'introduction qu'a fait Olivier, moi je le trouve vraiment dans le ton. On y retrouve tout, ça va nous donner vraiment une base de travail, puisqu'on parle de syndicalisation des salariés qui ont peur. Bah oui, mais même moi j'ai peur. Même moi j'ai peur, parce que demain je peux perdre mon emploi. On a parlé de la Tribune, on a parlé de François, Le Monde qui est en difficulté, on a nos copains dans les imprimeries, enfin un peu partout, dans la publicité. Des concentrations. Moi, j'ai peur, oui, j'ai peur de perdre mon emploi. Mais en attendant, qu'est-ce qui me fait vivre et avancer aujourd'hui? C'est le syndicat, depuis quelques années, depuis de nombreuses années, mais aussi c'est de pouvoir aller vers les salariés et de leur donner des perspectives. Alors, c'est difficile. Il y a Gilles qui est parmi nous. Il va y avoir la projection du film Les Nouveaux Chiens de Garde. Étant donné que la question est posée en grand, et que sur cette question-là, concernant les contenus, qui développe les contenus, qui fait les contenus et comment sont utilisés ces contenus-là, je pense qu'on aura une autre approche et on aura un autre débat à l'issue de la vision du film Les Nouveaux Chiens de Garde. En fait, voilà, je suis le co-réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est sorti en janvier 2012.
Et ce documentaire traite des médias, et grosso modo des collisions entre la caste de grands journalistes, les experts, les journalistes vedettes, les présentateurs, etc., avec le monde politique et le monde de l'économie, des grands patrons. On a de plus en plus, effectivement, un certain nombre de journalistes en vue qui ne font que commenter, qui commentent, mais qui ne font pas du journalisme. Voilà, je pense que la CGT ici, Infocom, comme c'est des métiers autour des médias, mais pas autour que des médias, a trouvé ce film intéressant, pas mal de gens l'ont vu, et ce film continue à vivre. Quand il y a de moins en moins de pluralité de contenu, on peut peut-être se poser la question si on ne doit pas intervenir sur cette pluralité de contenu. Ça, c'est quand même le premier point. Le deuxième point, c'est à force qu'il n'y ait plus de pluralité de contenu, il ne faut pas peut-être s'étonner que tout ce que vous avez décrit depuis ce matin en termes d'attaque du patronat se réalise, puisque, effectivement, le contenu majoritairement amène à ça. Ce qui est important, c'est que de venir à des congrès aussi, de venir rencontrer des camarades comme ça de la CGT, c'est aussi oser discuter de choses un peu, même qui peuvent poser problème. C'est ça qui est important. Les choses qui se sont dites ce soir sont des choses qui peuvent parfois, quand tu es salarié, tu travailles dans une boîte lambda, tu peux dire merde, ouais, effectivement, moi je ne fabrique pas toujours des choses très bien. Mais le fait qu'on se pose ces questions-là et qu'on ait l'honnêteté de se poser ces questions-là est une forme pour moi de progrès, est une forme d'avancée. Là, vous dénoncez beaucoup les connivences entre journalistes et capitalisme. Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut créer une réaction inverse, en fait? Est-ce que les gens vont pas se dire, de toute façon, ils sont tous pourris, donc on va voter plus populiste ou extrême droite, quoi? C'est pas nous qui allons vers l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui vient vers nous. C'est pas parce que tu dénonces un état de fait que l'extrême droite se saisit de cet état de fait qu'on devient l'extrême droite. C'est que, ça veut dire que, on occupe mal le terrain, parce que s'ils viennent nous piller de certaines choses, c'est qu'on n'est pas présent assez sur le terrain pour dire ben, c'est nous qui le disons et c'est pas vous. Et c'est peu à peu, en constatant les dérives de mon métier, les difficultés, les coups bas, que je me suis dit, d'abord, il faut résister, deux, on résiste comment? En syndiquant. Et grosso modo, il y avait une tradition de CGT par ma famille, et c'est vraiment le syndicat le plus revendicatif. Je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec ce que faisait la CGT, mais en tout cas, j'étais sûr que c'était un syndicat qui ne faisait pas de compromis. Là où je trouve que ce film est très utile, c'est justement par rapport à moi, le constat que j'ai, où je dis on part perdant dans les entreprises face aux salariés parce que cette idéologie-là domine comme étant une vérité fiable puisque servie par les journaux, puisque servie par tout ça. Et je pense que ce film-là, il est très utile, non pas pour nous, parce que si on est là, c'est qu'on le sait déjà, mais pour justement montrer aux personnes, non, ce qu'on vous présente comme de la vérité, ça n'en est pas. C'est un intérêt de classe qu'on défend, et ce film-là montre bien que l'intérêt de classe, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui toujours, et que la CGT a toujours cette légitimité-là, et qu'on doit défendre ça. Donc le film, il est très intéressant, je pense, à être diffusé à un public qui n'est pas syndicalisé et qui fuit la politique parce que, oh non, on ne fait pas de politique. Mais la politique, vous vous en prenez dans la tête tous les jours et vous pensez que c'est de la vérité. Donc là, c'est intéressant. Il y a une progression de 25% du patrimoine pour les 500 plus grandes fortunes de France. Et comme par hasard, puisqu'aujourd'hui le débat, cette séance, c'est l'information et la communication, apparaissent dans ces 500 plus grandes fortunes de France des Badinter, des Lévy, des Arnaud, des Niel, des Dassault, des Bolloré, des Amaury, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. Leur point commun à tout cela, c'est qu'ils sont propriétaires de tous les médias, de tout ce qui concerne les médias, influents de la communication et de l'information. Ce qui se passe en presse, ce qui se passe dans la publicité, ce qui se passe dans tous les secteurs possibles et imaginables, relève du domaine de l'offensive libérale, dont le numérique, dont la technologie numérique est un habillage technique. Il y a à la fois l'émerveillement devant des objets absolument merveilleux comme mon iPhone, mon iPad, mon MacBook Pro, etc. Et à la fois la réalité des rapports de production selon lesquels la robotisation, parce qu'il s'agit de ça, la robotisation du travail intellectuel est en train de remplacer le travail humain.
On essaie d'uniformiser la lecture, qu'on est en train de mettre à mal la création éditoriale, et que ce qui tombe, c'est que, la question qui est posée par ça, c'est est-ce que tout le monde a envie de lire la même chose? Est-ce qu'on est en droit aujourd'hui d'imposer aux citoyens de lire seulement ce qu'on a envie qu'ils lisent? Et je crois que non, car définitivement les gens lisent encore différemment sur différents supports. La question, c'est ce que disait le camarade tout à l'heure, c'est définitivement pas le support. C'est pas ça qui est posé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord des phénomènes de fusion-acquisition. D'abord ça. D'abord, c'est Roularta qui vend, Lagardère qui vend ses machins. On est dans le domaine des fusions-acquisitions qui ont été initiées par Sarkozy au moment des États généraux de la presse. Construire une action revendicative, dans ce domaine-là, ça devient très 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 difficile. Je pense que la seule chose qu'on puisse faire pour sauver ces métiers, c'est se maintenir à une qualité du contenu. Je trouve que, et même surtout pour les journalistes, Mediapart a fait, c'est pas pour rien que Mediapart a été très très violent avec Cahuzac. C'est pour avoir une légitimité sur le digital, et ils sont obligés de revenir sur un journalisme d'investigation, aller chercher. On va être obligé d'aller dans ces choses-là pour remporter des parts de marché. C'est plus ça, quoi. Le reste, il y a la technologie, c'est arrivé plusieurs fois dans la presse. À la fin du 19e siècle, il y avait des graveurs qui gravaient le journal d'illustration. Le jour où on a su faire des photos en simili, tous ces gens-là sont partis, et ça a été... Ça, on peut pas faire grand-chose. Mais par contre, on peut essayer de garder la propriété des idées et de leur diffusion, et ça, c'est beaucoup plus important que le reste. Nous avons certainement à réfléchir dans nos propositions, à pas tomber dans le piège. Bon, le papier c'est foutu, donc on va tous se manger notre iPad et machin, etc. Donc on est dans une situation où il faut tout peser, à savoir la transformation des métiers, la façon dont on va revendiquer dans ces transformations permanentes, d'où la question de la formation permanente, et en même temps une analyse très sérieuse du mode de comportement du citoyen par rapport à ces technologies, évidemment jusqu'au mobile. Les dirigeants qui sont à la tête des grands groupes veulent que la presse soit une marchandise comme les autres, donc on a peut-être beaucoup de choses à dire sur la question. Et bien évidemment, ça s'applique et ça se met en œuvre dans le cadre des critères de rentabilité qui s'appliquent dans tous les secteurs de l'information et de la communication. On rappelle simplement qu'aujourd'hui, le print et l'imprimé, c'est 80% des recettes d'un titre ou d'un groupe de presse, mais le numérique est utilisé par les directions comme un outil de destruction massive de nos emplois, de nos conditions de travail et de nos acquis sociaux. Il y a 18 ans, on me disait que j'étais un produit fini parce que j'appartenais au print, qu'on appelait à l'époque papier, ce qui était compréhensible par tout le monde. Et en 18 ans, je fais le constat suivant. À la régie M Publicité, le print représente 85%, vous avez bien entendu, 85% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que, par défaut, 15% appartient au digital, qui depuis 18 ans est défini comme étant la priorité absolue. On arrive donc à la situation qui est assez bizarre, où on est dans une course à la technologie, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps être en adaptabilité, autrement dit devancer la création technologique pour pouvoir prendre la part du gâteau, donc prendre les finances qui se rapportent au modèle qu'on met en place. Et en même temps, la technologie nous rattrape tout le temps, de telle sorte que tout ce qu'on a investi financièrement pour créer le modèle économique est déjà mangé. Et en même temps, on est obsolète puisque les modèles qui se mettent en place sont déjà ailleurs. Les robots qui arrivent et qui remplacent les journalistes, je pense qu'au niveau de la profession, on devrait peut-être s'interroger sur les effets et les conséquences de voir arriver des robots qui remplaceront les journalistes, par rapport au fond, par rapport à la forme, et surtout par rapport à comment les données comment vont être traitées et quel va être le message qui va être envoyé au niveau des lecteurs. L'endroit pour passer, il est une grande bataille démocratique et sociale. Parce qu'il n'y a pas de fatalité, à moins que de croire ce qui l'autre chacun, croire que ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est possible, dans le livre avec un grand L, il n'y a pas de fatalité à la disparition de rien du tout. Ni des conventions collectives, ni du code du travail, ni de la presse écrite. Papier.
Aucune fatalité, aucune. Il est fini le temps où les salariés se formaient à un métier, le mettaient en œuvre et terminaient leur carrière au même poste dans la même entreprise. Il n'était peut-être pas aussi idyllique que ça. N'enfermait-il pas les classes laborieuses dans un contexte social dont elles ne pouvaient s'extraire? Ne les empêchait-il pas d'accéder à un meilleur statut social? L'évolution perpétuelle des connaissances, des techniques et des technologies, leur accélération ont aujourd'hui transformé le monde du travail au point de bousculer les ateliers traditionnels, les salles de rédaction, les studios de publicité, l'affichage ou l'affichage extérieur. La formation professionnelle a pris tout son sens dès les premières évolutions technologiques, et notamment avec l'accélération des process d'automatisation. Mais des questions fondamentales se posent. La formation professionnelle est-elle dénuée de tout conflit idéologique? Serait-ce une question technique de spécialistes? Le problème de la formation professionnelle, parce que c'est un problème, il est en général réservé à des initiés qui connaissent parfaitement le sujet et à qui surtout on laisse le soin de gérer ce domaine. Les autres se disant simplement bah, il vaut mieux qu'on l'écoute. Et c'est un levier primordial dans les entreprises pour armer les militants et imposer le syndicat. Mais comment le prendre? Comment faire? Et c'est là qu'on a un rôle à jouer en tant que syndicat. Je pense qu'il y a de la formation, il y a de l'information à donner, qu'il y a, je dirais, à développer l'intérêt que revêt la formation par rapport à ce levier. Dans aucune entreprise, un salarié qui vient voir un responsable syndical, en général, il le choisit par rapport à ses compétences. Et en général, un salarié qui est en difficulté dans l'entreprise, il a besoin de quoi? Bien souvent de formation professionnelle parce qu'il va être licencié. Ou parce qu'il est remis en cause dans son poste de travail. Et en général, ce salarié, c'est à qui il va s'adresser? Aux spécialistes de la formation. Eh bien, tant mieux s'il est à la CGT. Le droit individuel à la formation dans son entreprise. Pour rappel, le droit à l'information individuelle sur la formation date de 2004. Il y a eu ensuite une loi en 2008 qui l'a un peu rénovée. Et on a à l'heure actuelle une loi de 2014 sur laquelle il va falloir qu'on débatte. Ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir le prendre. Et à chaque fois qu'on le met dans un objet de comité d'entreprise, à chaque fois, la parole est prise soit par la RH, soit par la direction, et nous dit « Mais mon cher monsieur, c'est très intéressant ce que vous demandez, mais ce n'est pas en adéquation avec votre boulot. » Et c'est vrai que nous, quand on a cet argument-là, on ne sait pas quoi répondre parce qu'il n'y a pas d'alternative pour nous. Le droit individuel à la formation, ce n'est pas l'adaptation au poste du travail. En l'occurrence, on ne peut pas formuler un refus parce qu'un salarié choisit une formation qui n'est pas en ligne directe avec son emploi. Dans le cadre du DIF, il reste ensuite le plan de formation, où là, on peut adapter le salarié à son emploi. Il faut vraiment qu'on arrive dans nos boîtes à négocier les plans de formation. Ça, c'est une des priorités que chaque élu doit avoir. Et notamment en parlant du DIF, le DIF tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est vrai qu'il est très encadré par les conventions collectives. Je vois chez nous dans la publicité, tu as 3 thématiques, tu ne peux pas en déborder. Et bien là, il faut inclure justement que le financement du DIF soit dans le plan de formation, que le DIF soit dans le plan de formation. Ça, c'est une des priorités. Tout à l'heure, Michel disait que c'est vrai, on a la chance d'avoir une école de formation. Mais quand tu vois les modules de formation professionnelle qui peuvent être utilisés dans le cadre du CIF, il y a tout un éventail, mais il faut l'ouvrir encore un peu plus. Moi, j'ai des propositions à faire au niveau de la publicité. On a des métiers, des afficheurs qui voient leur métier disparaître vers justement les nouvelles technologies. Et il serait, je ne sais pas si c'est possible de le mettre en place dans notre école ou voir faire un partenariat vers d'autres écoles dites techniques, technologiques, vers des orientations de maintenance de ces dispositifs.
Ça, c'est une proposition. Aujourd'hui, on voit les prud'hommes, pour reprendre, qui sont mis à mal. Hein, bientôt, on n'aura plus le conseiller prud'homo, on n'aura plus rien. Peut-on aussi réfléchir à des formations de droit social dans le cadre de la formation professionnelle de nos délégués syndicaux, des formations de longue durée? Il ne faut pas oublier qu'au niveau de la branche, nous avons travaillé pour demander à ce que ça soit en bas de ta feuille de paye à droite. Et il faut reprendre la loi, et Christian a raison. Si depuis 2004, et c'est vrai que les salariés ne savent pas bien le DIF, le CIF, le PAF, le PIF, le machin, ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas trop comprendre, mais l'employeur se sert de ce truc-là. Et ce que je pense, c'est qu'il faut choisir nos exemples et il faut pouvoir que le syndicat puisse d'un seul coup exiger que ce salarié prenne son DIF. Et là, il y a une bataille qui est très très simple parce qu'on a la loi pour nous. Alors un jeune, je pense que j'essaierai de lui parler pour déjà lui dire ses droits, ce qu'il a le droit, ce qu'il n'a pas le droit. Parce que malheureusement aujourd'hui les jeunes sont exploités, ça, il faut quand même être honnête. Ils arrivent, on leur donne des salaires de misère et en même temps on leur demande de faire des heures pas possibles. Mais ils sont contents, quand ils gagnent 1 500 €, ils sont ravis. Et c'est pas franchement... Je lui dirais, viens nous rejoindre, parce que l'entreprise peut devenir la forêt de Sherwood. On peut énormément s'amuser pour faire respecter le code du travail à l'employeur, puisqu'il ne le fait pas. Et le syndicalisme, ça peut être très très jubilatoire, c'est-à-dire on peut se marrer, quoi. Souvent, quand on parlait des jeunes qui arrivent dans l'entreprise et qui n'ont pas le goût de la lutte, je suis quand même super surpris d'entendre des jeunes qui ont commencé stagiaires, qui ont été embauchés en CDD, puis qui ont trouvé ailleurs, me dire « je suis super content, ils viennent de m'embaucher à 1 500 € brut par mois ». Et là, j'avoue que pendant quelques secondes, on est relativement déstabilisé parce qu'on n'a rien d'autre à leur dire que ouais, c'est formidable par rapport aux 1 000 ou 700 € que tu avais, mais c'est quand même... c'est minable, quoi. Rejoins-nous, n'aie pas peur. C'est une grande famille. C'est important d'être syndiqué. Et je ne demande pas tous de militer, mais moins d'être syndiqué, de rejoindre une famille qui peut t'aider et qui t'aidera dans tous les cas au quotidien, parce que l'union fait la force, et plus on sera, mieux ça sera. Donc rejoins-nous. Welcome. La parole patronale à l'entreprise est plus crue que la nôtre. Et quand tu as dit tout à l'heure, c'est la direction patronale qui tracte, certains ont ri, moi j'ai pas ri parce que c'est la réalité globale. La question de la communication est absolument clé parce que les patrons ont appris depuis 20 ou 30 ans, ils ont mis au point un système quotidien de communication qui fait que si nous ne répondons pas point par point sur des grandes choses et des petites choses, on ne peut pas classer les choses comme ça, alors nous perdons très rapidement pied sur les idées. Donc la question est de savoir, après le congrès, comment on peut mettre en place quelque chose qui progresse dans cette bataille quotidienne. Ils font des stages où on leur apprend comment mieux entuber les salariés, comment mieux manipuler les syndicats. Donc il faut qu'on soit super formé. Un élu, quand il arrive chez Infocom, une fois qu'il a eu son mandat, il faut, dans la semaine ou dans le mois, on lui proposer une formation, quelle qu'elle soit. Il faut que le gars se sente plus fort. Il faut qu'on lui donne une liste des collègues qui font le même métier que lui, dans les boîtes concurrentes, peu importe, mais il faut qu'ils sentent épaulés. Je crois qu'on a quand même, quand on regarde l'ensemble de nos secteurs, une responsabilité collective. C'est que le champ au sens large, parce que là on ne va pas regarder forcément secteur par secteur de l'information et de la communication, est un champ quand même dans l'économie stratégique. Infocom CGT, c'est un syndicat que je considère comme un syndicat jeune, en développement, et un syndicat qui peut vraiment apporter au sein de la CGT et au sein du monde du travail, dans nos secteurs,
quelque chose qui n'existait pas avant. Que ça soit la presse, l'édition, c'est tout de même des champs qui assurent en partie le débat démocratique dans le pays. Et on a aussi pointé que ça pouvait être aussi un secteur stratégique, qui est aussi un secteur idéologique, de, on va dire, alors, manipulation, conscientisation, conditionnement des masses. Et notre place là-dedans du syndicat et des délégués que vous êtes, elle est vitale, parce que nous, on est juste ceux qui empêchent, on va dire, nos employeurs de tourner en rond et de, dans l'absolu, d'appliquer leur modèle économique tel que eux le voudraient. Il n'y a pas d'autres syndicats qui sera capable de le faire que nous. Parce que les autres syndicats dans la profession, ils peuvent avoir des valeurs, ils peuvent défendre un certain nombre de revendications, mais ceux qui peuvent avoir une vision globale de ce métier, ou de ces métiers plutôt, ou de ces branches professionnelles, tout en contestant justement cette idéologie dominante, c'est la CGT qui peuvent le faire. Je pense qu'on a une bataille à mener sur le terrain du web. Pourquoi? Pour avoir une visibilité aussi bien dans les médias, aussi bien sur le web. Et je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, on a les moyens d'y arriver. Mais quand vous voyez qu'ils mettent des moyens financiers quand même relativement importants pour faire des communications institutionnelles, hein, nous, on arrive avec nos moyens modestes à les dépasser et avoir beaucoup plus d'impact que leurs moyens vidéo, quoi. C'est quelque chose de prodigieux. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de syndicaliser les salariés, puisque tant qu'on n'a pas une base syndicale forte, on n'a pas de poids dans l'entreprise. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une très forte confiance dans l'expertise de la CGT. C'est-à-dire que les salariés viennent spontanément à nous quand ils ont un problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même concentré dans la défense des droits qu'on a déjà, et pas dans l'acquis de nouveaux droits ou leur extension, ce qui, pour les petites entreprises, est un vrai enjeu. Mais il y a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est que depuis qu'on est chez Infocom, la syndicalisation chez Esterion a progressé de 80%. Pour nous, chez Esterion, c'est vraiment un support qui est de qualité, de par tout ce qu'ils peuvent nous proposer à nous les élus, dans le cadre de nos mandats. Et en termes de communication aussi, vraiment, on s'est aperçu qu'à travers les actions professionnelles, les salariés prenaient plaisir à lire nos communiqués. On ne parle pas assez de la lutte, c'est-à-dire nos camarades retraités, ils ont eu la chance, si tu veux, de pouvoir lutter. Nous, aujourd'hui, sur ce putain de web, je veux dire, allons-y, marrons-nous, je veux dire, faisons des trucs. Et moi, je pense qu'il faut personnaliser la lutte. Quand il y a un patron qui harcèle quelqu'un, il faut carrément qu'on joue avec ce truc-là et qu'on dise « Ah, c'est toi, mec, ah, c'est lui le harceleur et tout ». Je veux dire, on ne se démonte pas, il faut les empêcher de dormir. Là-dessus, je trouve qu'on est trop mou. On est trop mou. On a aussi un problème, c'est renouveler l'image des déesses. C'est-à-dire, c'est plus le mec avec le pull tricoté par la grand-mère et barbu. Il faut que ça soit véritablement des gens qui vont balancer un discours véritablement en disant « Mais putain, ces gens-là, ils ont une vision sur les métiers. Voilà. » La chance d'avoir lutté, moi je veux bien, mais enfin, il faut dire qu'à notre époque, entre guillemets, nous avions l'outil de travail et nous avions beaucoup de monde dans les entreprises, ce qui n'est pas le cas actuellement. Quand on part en lutte contre un patron, il faut prendre beaucoup de précautions et réfléchir à beaucoup de choses. La grève, c'est bien, mais la grève, c'est pas fait pour n'importe qui et n'importe comment. La grève, on l'a fait, il faut qu'au bout de la grève, il y ait la victoire. Si on n'a pas la victoire, on rentre dans les entreprises la queue entre les jambes. Comment on met en marche la machine créative? Pour que personne, dans aucune structure syndicale, ne se sente à la remorque. Je prétends qu'une des tâches de ce congrès sorti avec la direction qu'il y aura sera d'animer les réponses immédiates, ordinaires,
amusante ou pas, ça dépend, parce que tout le monde n'a pas forcément... Moi, je suis absolument sinistre, mais il y a des gens qui ont de l'humour. Dans 4 ans, j'espère bien que le travail que nous avons effectué et que nous effectuons aujourd'hui portera encore plus ses fruits, qu'on sera encore plus nombreux, qu'on sera encore plus solidaires et qu'on soit capable d'imposer de nouvelles conditions de travail, de nouveaux salaires, des embauches. Le syndicat, moi je le vois évoluer de façon positive. Pour moi, on est un laboratoire à petite échelle parce qu'il n'y a que 777 syndicats à ce jour. Mais on doit être un laboratoire pour la CGT, on s'appelle Infocom, on se doit de communiquer, trouver des nouveaux moyens de communication. Donc ça passera par la formation et par la communication. Donc Infocom, je pense que dans 4 ans, si je ne suis pas écouté, on sera effectivement 1500 syndiqués, beaucoup plus élus, formés et avec des moyens de communication à la hauteur des espérances de tous les élus et des syndiqués. Parce que le but du syndicat, c'est pas juste de militer, c'est de militer pour vaincre. Donc j'espère qu'on va gagner. Et je pense qu'on gagnera, peut-être pas tout de suite, mais on gagnera. Ça, je leur dis. Il faut être patient parfois. Là, on est dans une période difficile, mais on va leur en foutre plein la gueule. Le 26 novembre 1788, la majorité des gens en France n'imaginaient pas que la monarchie pouvait tomber. C'était Dieu, la monarchie. Eh bien, le 14 juillet 1989, la monarchie est tombée. Sur un truc qui était inimaginable de faire tomber les rois et les monarques. C'est tombé. Donc, je veux dire, le monde, il a été ce qu'il est, il est parfois ce qu'il est, mais il n'est pas une ligne droite qui amène à toujours la même histoire. Quel bonheur ce congrès! De l'avis de nombreux participants, ce congrès est une réussite et un événement qui marquera la vie du syndicat. Comme un délégué me le confiait hier, quelque chose s'est passé, nous avons pris une nouvelle dimension. Le besoin de retravailler des liens qui unissent les gens, c'est cela le travail du syndicalisme. Mais aussi la nécessité, je recite, de rêver ensemble et créer de nouvelles utopies. Bas salaire, déclassement, licenciement, chômage, pression, conditions de travail dégradées, harcèlement, on ne compte plus les mots dans nos sociétés et dans la société. La crise engendrée par le système capitaliste est violente et elle est dévastatrice. Elle bouleverse la vie de millions de salariés, dont une bonne partie dans nos secteurs d'activité, et exacerbe les oppositions de classe. Fatalité, à Infocom CGT, on ne connaît pas. On la combat d'ailleurs. Et nous l'avons dit, nous l'avons écrit, que cela se sache et s'applique dans nos pratiques et dans notre activité. À nous maintenant d'écrire ensemble quelques pages de cette belle histoire et de cette formidable aventure humaine. Vive la CGT, vive la FIDPAC et vive Infocom CGT. Merci. Moi, je pense que les 1000 adhérents dans 4 ans, Romain, tu les auras. Et il y a des gens qui vont nous aider à faire ça. C'est les employeurs. Parce que les employeurs, ils traitent tellement mal les salariés que les mecs, ils vont venir vers nous. Ils vont nous demander de l'aide. Ils vont dire, est-ce que je peux me syndiquer? Et nous, on pourra choisir. L'entreprise, j'ai ciblé une personne et je tape sur cette personne. Je l'empêche de dormir en permanence. Je sais que c'est très mal, c'est du harcèlement et tout ça, mais enfin, c'est pas mal quand même d'harceler le patron, merde! Et il fait la gueule!
de chapeau, à coups de mitrailleuse, et on dit bravo, bravo. Alors je vais faire très court. Donc François. J'attends que d'autres camarades prennent ma place, mais c'est pas avec facilité que je leur laisserai, mais c'est quand même avec plaisir que je leur laisserai s'ils la veulent. Et si vous aviez un petit message pour les copains, pour les camarades, ce serait quoi? Moi je dirais le combat et le combat. La CGT a toujours été comme ça. C'est dans la famille que c'est le plus dur à se parler. Merci mes camarades.